Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, enregistré à l'école alsacienne que nous remercions de son hospitalité, enregistré en public, ce qui nous vaudra d'enregistrer tout à l'heure les échanges avec le dit public et qui va nous donner l'occasion d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et avec Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Je te parle, moi non plus ». Il est ainsi chapeauté. Tout le monde s'exprime, mais est-ce qu'on s'écoute ? Cette question posée par l'écrivain et metteur en scène Gérald Garutti nous a incité à consacrer un numéro à la façon dont nous nous parlons. La journaliste Monique Atlan et le philosophe Roger-Paul Droit s'inquiètent de ce que les algorithmes favorisent un grand délestage pulsionnel, une parole qui se parle à elle-même ou à ses clones, des bulles qui prospèrent et s'affrontent. Pour la linguiste Béatrice Fracchiola, la nouveauté tient à cette surexposition permanente à des messages, surexposition propice à engendrer une surexcitation émotionnelle. Nous mettrons en ligne mercredi l'enregistrement de nos échanges de tout à l'heure avec le public venu à l'école alsacienne, puis la semaine suivante, la première de 3 conversations avec un producteur de cinéma, Philippe Martin. La prochaine émission en public aura lieu le dimanche 2 avril, on peut s'y inscrire d'ores et déjà, et je vous signale que le 19 mars, donc dans 15 jours, nous mettrons en ligne une thématique consacrée aux questions de défense pour laquelle nous aurons comme invité Louis Gauthier, lui-même ancien secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Pardon, mais j'en suis au point où j'ai besoin d'un souffleur, plus exactement d'une souffleuse. La seule chose que je n'ai pas encore dite, mais vous l'avez déjà deviné, c'est que vos contributions sont plus que bienvenues. Et ne regardez pas, s'il vous plaît, vos chaussures. Nous allons commencer par nous intéresser à la Chine et à la guerre en Ukraine. Dès mars 2022, les autorités chinoises ont repris les théories complotistes russes sur la présence en Ukraine de laboratoires américains de fabrication d'armes biochimiques. Pékin a repris à son compte les éléments de langage russes sur les provocations de l'OTAN qui légitimeraient les opérations spéciales. Les autorités chinoises n'ont jamais critiqué l'annexion de certaines régions ukrainiennes ni l'occupation du Donbass depuis 2014, pas plus qu'elles n'ont mentionné la responsabilité de la Russie dans le déclenchement du conflit. Depuis le début de l'agression russe, Pékin ne condamne jamais Moscou et refuse de parler de guerre ou d'invasion, préférant évoquer la crise ukrainienne. Bien que la Chine continue d'affirmer que l'Ukraine, je cite, est bien sûr un pays souverain, elle nuance en parlant du contexte historique spécial de la question ukrainienne et des préoccupations de sécurité légitimes de la Russie. La diplomatie chinoise accuse Washington d'être à l'origine d'une escalade du conflit en Ukraine en fournissant des armes à Kiev. Elle prétend être neutre et met la Russie et l'Ukraine sur le même plan, comme l'illustre son abstention lors de toutes les résolutions votées contre la Russie en Assemblée générale de l'ONU, à une majorité généralement de 140 pays sur 193. Signe de son ambiguïté assumée, la Chine s'est encore abstenue de soutenir une résolution appelant les troupes russes à se retirer d'Ukraine, adoptée massivement le 23 février dernier par l'Assemblée générale de l'ONU. Lorsque le 19 février, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a affirmé que la Chine envisagerait de fournir des armes à la Russie pour l'appuyer dans son conflit en Ukraine, Pékin a énergiquement démenti, répliquant le 21 février par la voix de son ministre des Affaires étrangères « Nous demandons instamment aux pays concernés de cesser immédiatement de jeter de l'huile sur le feu, de cesser de rejeter la responsabilité sur la Chine et de faire croire que la situation en Ukraine aujourd'hui sera celle de Taïwan demain. » Le 24 février, le ministère des Affaires étrangères chinois a publié la position chinoise sur une résolution politique de la crise ukrainienne en 12 points, qui exige notamment le respect de la souveraineté de tous selon le droit international, critique une mentalité de guerre froide, veut préserver la paix sur le continent eurasiatique, réaffirme la neutralité de la Chine
et souligne que toutes les parties doivent soutenir la Russie et l'Ukraine pour reprendre le dialogue direct aussi vite que possible pour assurer une désescalade qui pourra conduire à un cessez-le-feu. Si les réactions à ce texte dans les capitales européennes ont été mitigées, le président Volodymyr Zelensky a déclaré « J'ai l'intention de rencontrer Xi Jinping. Ce sera important pour la sécurité mondiale. La Chine respecte l'intégrité territoriale et doit tout faire pour que la Russie quitte le territoire de l'Ukraine. » Par ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait en Chine début avril. Sur cette question, François Bujon de l'Étang. Le sujet n'est pas simple, je dis ça pour me disculper à l'avance. Le sujet n'est pas simple et vous avez prononcé le mot d'ambiguïté, Philippe, à propos de la Chine. Je crois qu'il résume très très bien ce que l'on pourrait dire. Avant de se lancer dans une tentative d'analyse de tout ça, il faut garder à l'esprit quelques points, je crois, très très fondamentaux qui concernent la Chine. Le premier, c'est que la Chine recherche évidemment une prépondérance mondiale à travers la façon dont elle souhaite repousser les États-Unis et les Occidentaux en dehors du Pacifique et surtout conjurer ce qui lui paraît être la menace d'un système rival. Elle est bien décidée à faire prévaloir ses seuls intérêts et elle pense d'abord et avant tout à elle. Il y a d'ailleurs une particularité de la langue chinoise qui fait que chaque fois qu'on prononce le mot Ukraine, semble-t-il, ils traduisent Taïwan, ce qu'il faut garder à l'esprit. Je crois que c'est une particularité importante. Et puis, il y a une troisième chose qu'il faut se rappeler, dont il faut se rappeler, qu'il est qu'à travers les 5000 ans d'histoire, la Chine n'a jamais eu véritablement d'alliés. Elle a eu des vassaux, et elle est très familière avec la notion de vassaux. Elle n'est pas familière avec la notion d'alliés. Et d'ailleurs, dans la relation russo-chinoise, les termes qui reviennent sont toujours les mêmes. C'est celui d'amitié, c'est celui de partenariat, ce n'est jamais celui d'alliance. Alors ça, ce sont les quelques prémices qu'il faut garder à l'esprit pour essayer d'analyser l'attitude chinoise. Je dirais que derrière une neutralité de façade et un soutien verbal qu'elle ne ménage pas à la Russie, la Chine, en réalité, soutient la Russie avec prudence et à l'intérieur de certaines limites qu'elle s'est imposées à elle-même. La neutralité de façade, je n'ai pas besoin d'y revenir, elle est tout à fait évidente. Il faut bien étudier les déclarations de Pékin, notamment celle dont a parlé Philippe, la toute récente, et regarder aussi ses votes aux Nations Unies. Très intéressant, quand on vote aux Nations Unies sur le retrait, à l'Assemblée générale, une motion sur le retrait des forces russes d'Ukraine, la Chine ne vote pas contre, elle s'abstient. Ceux qui votent contre, c'est bien entendu la Russie, la Biélorussie, l'Iran, la Corée du Nord, mais la Chine s'abstient, comme l'Inde d'ailleurs. C'est quand même très significatif. Je crois que le premier point, c'est qu'elle affiche l'amitié ou le partenariat avec Moscou, tout en proclamant que celui-ci va très loin. Rappelez-vous la déclaration qui a été publiée par M. Poutine lui-même, quand il se rendait à Pékin pour l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver, donc en février 2022, c'était l'annonce d'un partenariat sans limite. C'est tout à fait intéressant, et c'est à l'intérieur de tout cela que se meut, évidemment, la Chine. Le mot guerre, vous l'avez dit, n'est jamais prononcé par la Chine, jamais. On parle de question ukrainienne ou on parle de crise ukrainienne. Ça, c'est le langage approuvé par la cité impériale. La Chine condamne bien évidemment les États-Unis et l'Europe, mais sans les mentionner, en parlant simplement et en rejetant les mentalités de guerre froide. Ça, c'est le langage codé également. Elle affiche donc son amitié sans limite avec la Russie. Et elle se prononce et elle agit pour le renforcement des échanges bilatéraux qui n'ont pas cessé de croître, effectivement, depuis le début de la guerre en Ukraine. Le pétrole et le gaz représentent bien évidemment 70% à peu près de ces échanges, à sens unique, mais ceci se développe. La Chine est en train, et la Russie sont en train de construire un deuxième gazoduc qui va doubler le premier, mais c'est vraiment une augmentation générale des échanges commerciaux. Et pour ce qui est du pétrole et du gaz, il est clair que la Chine est prête à presser, comme je l'ai déjà dit, je crois, le citron russe jusqu'à la toute dernière goutte, et en tout cas jusqu'au sang du dernier soldat ukrainien. Ça lui convient parfaitement bien. Alors ce qui se profile en réalité, c'est une espèce de vassalisation
de la Russie, parce que cette relation est très, très asymétrique. Et c'est tout à fait frappant. Et nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais tout ceci est évidemment un soutien chinois dans certaines limites que les Chinois s'imposent à eux-mêmes. D'abord, ils adorent réaffirmer quelques principes fondamentaux qui, pour eux, sont incontournables. Le premier, c'est le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. À chaque déclaration chinoise, vous retrouvez un couplet sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Il faut aussi noter la Chine n'a jamais reconnu l'annexion de la Crimée. C'est quand même quelque chose qui montre bien les limites que s'impose la Chine. Et il ne livre pas d'armes. M. Blinken a poussé les hauts cris la semaine dernière et la diplomatie américaine a mis en garde vigoureusement la Chine contre des livraisons d'armes à la Russie, mais pour l'instant, il n'y a pas trace de livraison d'armes à la Russie, et il n'est pas non plus avéré que les Russes s'apprêtaient à recevoir des armes chinoises. Si jamais il y a des livraisons, ce sera probablement quelque chose de très limité. Ça pourrait être, me semble-t-il, des pièces de rechange, éventuellement des drones, mais les mises en garde américaines sont, je crois, très, très vigoureuses, et les Chinois en tiennent grand compte, parce que ils ont des contraintes considérables. Les intérêts commerciaux sont des contraintes formidables. Les échanges de la Chine avec les États-Unis sont 4 fois plus importants que ces échanges avec la Russie. Et les échanges avec l'Union européenne sont 3 fois plus importants que les échanges avec la Russie. Si vous voulez des chiffres pour fixer cela, les échanges globaux de la Chine avec les États-Unis en 2021 se sont montés à 800 milliards de dollars, avec l'Union européenne à 600 milliards, avec la Russie à 200 milliards seulement. Donc ceci montre bien que la Chine fait très attention, elle sait où sont ses intérêts économiques, elle ne veut pas s'exposer à des sanctions occidentales. Alors au-delà de cela, Philippe, une seconde, je ne vais pas jouer les Jean-Louis, mais je voudrais quand même ajouter quelque chose qui me paraît être la question fondamentale. Il faut se poser la question qui est de savoir si la Chine entend jouer un rôle plus actif que celui qu'elle a joué jusqu'à présent. Est-ce qu'elle est en train de préparer ou de réfléchir à une possible médiation dans la guerre russo-ukrainienne? Ce qui est sûr, c'est que les Chinois craignent. Ils ont un certain nombre de hantises. La première, c'est évidemment un dérapage ou une escalade du conflit. Ils n'en veulent pas. La deuxième, c'est un effondrement éventuel de la Russie. Ce serait une catastrophe pour la Chine et pour la politique étrangère de la Chine. Et le troisième, ce serait un succès diplomatique au moins majeur pour le président Biden et pour l'Occident, qui aurait des répercussions, bien entendu, sur les propres visées de la Chine sur Taïwan. Mais au-delà de tout cela, il est clair que la Chine s'est montrée quand même sur la scène. Elle a même fait un petit tour la semaine dernière. Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères, qui est maintenant devenu le responsable du comité central pour du Politburo, pour les affaires étrangères, s'est rendu à Munich pour la conférence de sécurité. Il s'est rendu également à Moscou, où il a eu les rencontres au plus haut niveau. Et on a laissé entendre que la Chine allait faire une proposition de médiation, allait déposer un plan de paix. En réalité, ce qu'elle a fait, c'est publier une déclaration qui est une déclaration de principe en 12 points dans laquelle elle énonce la politique chinoise à l'égard de l'Ukraine avec beaucoup de prudence. Sera-t-elle disposée à faire davantage le moment venu? C'est la question qui se pose. Béatrice Gibelin. Bon, François vient de faire un tour de la question presque complet, ce qui va nous permettre de tenir les délais pour aborder le deuxième sujet pour une fois. Pour une fois, n'exagérons quand même. Je pense que dans le cadre de la Chine, elle a, comme d'autres, été surprise par le courage ukrainien, par la résistance des Ukrainiens, et qu'elle est aussi un peu inquiète de se rendre compte que l'armée russe, on ne va pas la qualifier de tigre de papier, mais que ce n'est pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Et que face à ça, d'accord, c'est
un futur vassal ou un partenaire dont on clame haut et clair d'une amitié fidèle à jamais, mais que ce partenaire, il a quand même quelques faiblesses. Or, comme l'a rappelé François, la Chine, ce qui compte d'abord, c'est ses intérêts. Qu'est-ce qui lui est utile et nécessaire? La première chose, c'est qu'il n'est pas question qu'on ait une situation économique mondiale trop déstabilisée par ce conflit. Sa situation interne chinoise ne lui permet pas de ne pas avoir une croissance suffisante pour pouvoir maintenir une certaine tranquillité sociale. On s'est réprimé, on l'a vu, avec une réelle efficacité, mais on a besoin que ça fonctionne. Donc, pas de désordre économique mondial. Si jamais ce conflit pouvait mal tourner, là, ce serait très, très ennuyeux. Donc, je pense que ce rapport de force qu'a su créer l'Ukraine, parce qu'au fond, c'est le courage ukrainien qui fait que les Européens et les États-Unis ont suivi. Dans un premier temps, on ne peut pas dire qu'on se soit tous précipités, mais ils nous ont obligés, d'une certaine façon, à suivre. Donc, je pense que c'est une donnée à laquelle les Chinois n'avaient pas pensé. Ça dure dans le temps. Ils sont toujours d'une extrême prudence. Vous avez très bien fait, François, de rappeler qu'ils n'ont jamais reconnu, effectivement, l'annexion de la Crimée. Et effectivement, la souveraineté territoriale, mais souveraineté des pays et non pas des peuples. Ce qui est une grande différence. Ce qui veut dire que pour eux, Taïwan fait partie du territoire chinois et qu'on n'a pas à demander l'avis des Taïwanais, puisqu'ils sont chinois. Donc la souveraineté, elle est territoriale, elle est au niveau de l'État, et elle n'est pas une question de parler du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je pense que c'est une différence qui est assez importante. Et que le dernier point rapide que je voudrais dire, c'est qu'elle se pose, sans doute pour la première fois, en puissance responsable. Les États-Unis livrent des armes tant que c'est assez à l'Ukraine, ils mettent de l'huile sur le feu, c'est le discours des Chinois, ils sont responsables de la prolongation de la guerre, et nous, on se met en puissance responsable, toujours en soutenant quand même la Russie, mais que de toute façon, l'ennemi commun à la Russie et à la Chine, c'est les États-Unis. Et donc, tant que les États-Unis sont un peu occupés sur le terrain européen, ils lâchent un peu le champ sur l'Indo-Pacifique, ce qui n'est pas pour leur déplaire. Marc-Olivier Padis. Oui, complément également, pour le dire d'un mot, finalement, la difficulté du pouvoir chinois, c'est de tenir leur rôle de future grande puissance mondiale. Donc, ils ne peuvent pas ne rien dire sur le conflit, mais il y a une chose dont ils ont horreur, et François et Béatrice l'ont dit déjà, c'est qu'ils ne veulent pas entendre parler d'ingérence. Donc, ils ne veulent pas se mêler des affaires des autres, comme ils ne veulent pas que les autres se mêlent de leurs affaires. Et donc, comment prendre position pour ne pas rester muet, mais sans vraiment, disons, prendre une position décisive ou importante sur le sujet, ils font une déclaration ambiguë, parce que, comme on l'a dit, cette déclaration la plus récente, en 12 points, n'est pas un plan de paix. La Chine ne se propose pas comme une médiatrice, elle laisse entendre qu'elle pourrait jouer un rôle, mais en fait, ils n'y tiennent pas, parce qu'ils considèrent que les relations internationales, c'est chacun chez soi, et les choses marcheront bien comme ça. Donc, on l'a dit, ce que défend la Chine d'un point de vue international, c'est l'idée de souveraineté, souveraineté des États et pas des peuples. Et donc, du coup, comment la Chine voit-elle son rôle international ? Elle voit, on le voit à travers son programme qui s'appelle Belt and Road, ceinture et route, ce nom bizarre qu'on a traduit plus joliment en nouvelle route de la soie. Ils veulent des institutions ad hoc, c'est-à-dire pas passer par les organismes internationaux qui existent déjà, l'ONU et toutes ces agences, mais du bilatéral, des investissements dans les infrastructures dans un certain nombre de pays, notamment en Afrique, et prendre pied comme ça sur un certain nombre de territoires, mais à partir de projets dont ils maîtrisent l'alpha et l'oméga. C'est ça leur vision de leur rôle international. Surtout pas de principe universel. Ils ne croient pas du tout donc, à des institutions internationales adossées sur des déclarations type Déclaration universelle des droits de l'homme. Le dernier congrès du Parti communiste chinois a dit explicitement que les droits humains sont un concept occidental qui ne s'applique pas
en Chine, et que le droit en Chine est un droit à la manière chinoise, et donc on ne reconnaît pas du tout d'idée d'universalité, par exemple, de certains droits fondamentaux. Donc, quel est l'ordre mondial que la Chine voit à partir de cette position? On a cité déjà cette expression utilisée dans la déclaration en 12 points, quand la Chine regrette une mentalité de guerre froide. On a interprété ça comme une critique indirecte des États-Unis et de l'OTAN qui auraient, dans une mentalité de guerre froide, été montré de l'agressivité vis-à-vis de la Russie. Mais on peut aussi l'interpréter autrement, en disant que la guerre froide, c'était quoi? C'était l'affrontement de deux grands géants, les soviétiques et les américains, où la Chine ne comptait pour rien. Or, demain, la Chine veut compter comme la première grande puissance et l'interlocutrice principale des États-Unis. Et donc, la mentalité de guerre froide, pour eux, enfin, on voit l'ambiguïté de la formule, c'est le retour à l'idée que les deux grandes puissances, c'est la Russie et les États-Unis, ce qui ne leur convient pas du tout. Eux, ils considèrent que les grandes puissances, c'est eux et les États-Unis. Donc, ils veulent jouer ce rôle-là. Et de ce point de vue-là, effectivement, la Russie ne peut être qu'un allié secondaire, ou comme l'a dit encore mieux François, finalement un vassal. On voit bien, sur le point de vue des armements, ils ne livrent pas d'armes, ils n'ont pas soutenu à l'ONU, ils ont acheté le pétrole russe, mais à des prix cassés. Donc tout ça est quand même très, très limité. Certes, du point de vue idéologique et du discours, ils s'alignent ou ils utilisent la même phraséologie anti-occidentale que les Russes, mais au-delà de ça, c'est quand même tout à fait limité. Et finalement, ce petit allié russe leur a créé bien des problèmes avec cette invasion, et donc ils en sont très mécontents, ils le font aussi sentir à leur manière. Lionel Zinsou. Oui, alors moi, j'adopterais volontiers un regard décalé, c'est-à-dire vu des pays émergents et en développement. Parce que, effectivement, c'est rare que la Chine ne propose sa médiation dans un conflit. Et, comme dit François, elle n'a pas une tradition d'avoir des alliés, mais elle a quand même des solidarités qui progressent assez significativement. Donc, vous observez qu'effectivement, il y a aux Nations Unies beaucoup moins d'abstention que de votes favorables aux résolutions présentées par l'Occident. Simplement, quand vous faites l'addition démographique des pays qui se sont abstenus, c'est à peu près la moitié du monde, parce que vous avez la Chine, vous avez l'Inde, le subcontinent indien, et une grande partie du continent africain. La Chine avait à remonter quand même un problème de réputation, parce que dans le Covid, on a pensé qu'elle allait faire des avancées très importantes de solidarité avec les pays en développement, puisqu'elle a livré des masques, livré des équipements et livré les premiers vaccins. Il se trouve que ces vaccins n'ont pas été efficaces. Il se trouve qu'il y a eu plutôt un embargo sur les principes actifs pour des médicaments qui, comme vous savez, sont un peu dans un duopole Inde-Chine. Et il se trouve que tous les gens qui se sont fait vacciner avec du Sinovac ont dû faire d'autres vaccinations pour pouvoir bouger dans le monde. Enfin, en réalité, il y a eu une régression assez significative de l'image de la Chine. Donc, il fallait remonter cet effet Covid. Dans les solidarités, vous voyez bien que la diplomatie chinoise, qui est juste techniquement excellente, dans les pays francophones, c'est absolument étonnant, la qualité du corps diplomatique de la Chine. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères a repris, il y a 2 mois, la tradition, dès que quelqu'un prend ses nouvelles fonctions de ministre des Affaires étrangères, il fait une tournée africaine. Et il est allé dans 6 pays, dont le mien, donc pourtant pas géopolitiquement tout à fait le centre du monde, pour s'expliquer et pour, au fond, préparer une action sur l'Ukraine. Parce que les pays émergents et les pays en développement se perçoivent comme les principales victimes de ce qui se passe. Ils ont absolument besoin de travailler avec l'Inde et la Chine, qui, eux, ont les moyens de pression sur les 2 belligérants. N'oublions pas qu'en dehors des relations avec la Russie économique entre Chine et Russie, même l'Ukraine est assez importante. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Ukraine et assez dépendant de l'Ukraine sur les céréales,
sur la nutrition animale, sur les huiles alimentaires, enfin une série de produits quand même assez nécessaires. Donc, qu'est-ce qu'ils font en Afrique? Qu'est-ce qu'ils font dans le subcontinent indien? Ils préparent ce rôle que je crois assez nouveau. Et rappelons-nous ce que le président Xi Jinping a dit au Kazakhstan, à Astana, juste avant la conférence en septembre du groupe de solidarité de Shanghai. Et il allait vers la conférence de Samarcande, où on s'attendait à un soutien chinois très important. Or, qu'est-ce qu'il a fait au Kazakhstan? Il a expliqué que la souveraineté des États était fondamentale dans un pays qui, clairement, avec la Russie, se considère un peu menacé comme l'Ukraine. Et ça a été perçu, en tout cas dans les pays émergents, dans les stans, dans les pays du Golfe, comme quelque chose d'assez agressif vis-à-vis de la Russie. Donc, faisons attention, parce que c'était quelques mois après la déclaration du 4 février de la coopération illimitée entre la Chine et la Russie, mais enfin, au Kazakhstan, il a été dit très clairement que c'était extrêmement limité. Donc, faire attention, les pays en développement sont tout à fait en attente d'une Chine efficace. Et il n'y a pas que les pays, il y a également les pays émergents. C'est important pour la Turquie, qui a un peu la même position, et c'est important dans les pays du Golfe. Parce qu'on spécule beaucoup sur le fait que la Russie achète, même pour 1/5 en yuan, son pétrole. La Chine l'achète à la Russie, certes, mais c'est surtout les pays du Golfe qui ont complètement pivoté. Depuis que les États-Unis n'achètent plus du pétrole du Moyen-Orient parce qu'ils sont des exportateurs nets de leur propre pétrole, en réalité, les pays du Golfe sont complètement tournés vers l'Inde et la Chine. Et vous avez un rapprochement très important, et ça finit par faire toute une série de pays qui, du fait du choc du dollar, du choc des taux, du choc sur tous les produits alimentaires et de la baisse de la croissance mondiale, à un moment où, franchement, ils ont tous besoin de croissance, ça fait beaucoup de gens qui sont autour de la Chine, et ça fait au moins un réseau de solidarité. Je ne sais pas si ça fait de la puissance et des alliances, mais des solidarités fondamentales. Et ce bloc-là de pays, il est majoritaire démographiquement, il est très important dans l'économie mondiale, parce que quand vous prenez tout ça, c'est 40% du PIB mondial, et ils ont les moyens de faire pression sur la Russie, parce que s'ils ne coopèrent pas avec la Russie, franchement, la Russie va accélérer sa défaite. François Bujon de l'Étang. Je crois que tout ça est parfaitement vrai et très très intéressant. Il y a une chose que je voulais ajouter, qu'on n'arrive pas à mesurer véritablement le degré d'intimité entre Pékin et Moscou. Et notamment, il y a un thermomètre que l'on n'a pas, qui est celui de la décision d'envahir l'Ukraine. On ne sait pas si les Russes ont consulté les Chinois avant de décider d'envahir l'Ukraine avec des effectifs absolument considérables. Et quand Béatrice a parlé des quelques déceptions que la Chine avait éprouvées au passage, notamment en découvrant que l'armée russe était sous-performante, ce serait très important de savoir si oui ou non ils s'attendaient à cette guerre, ou en tout cas à une opération militaire spéciale qui aurait duré peu de temps. Ce sont des mystères que nous n'arrivons pas à pénétrer. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions à notre deuxième sujet, celui des défis que doit affronter l'agriculture française. Lors de sa visite de plus de 13 heures au Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron a présenté un ensemble de réponses aux difficultés que doit affronter le monde agricole, dont, en 40 ans, le nombre d'actifs a diminué de 75%, tandis que près de la moitié des agriculteurs aujourd'hui en activité partiront à la retraite d'ici une dizaine d'années. Le premier défi est climatique. Avec la hausse des températures moyennes de saison, la raréfaction des pluies a généré un épisode de sécheresse hivernale inédit, empêchant le renouvellement des nappes phréatiques, déjà mises à mal par la sécheresse de l'été précédent. Selon le site Info Sécheresse, 32 départements sont actuellement placés en niveau rouge, en ce qui concerne leurs réserves d'eau. Cette situation met en difficulté les agriculteurs qui consomment 45% de la consommation nationale en eau. Le changement climatique accentue par ailleurs le risque d'inondation et la dégradation des sols et affecte la propagation et l'intensité des vagues de ravageurs. Il met également le secteur agricole responsable de l'émission de 21% de gaz à effet de serre en France en 2022 au défi de son propre impact environnemental et climatique.
Le deuxième enjeu est celui de la compétitivité de la ferme France. En 20 ans, notre pays est passé du 2e au 5e rang des exportateurs mondiaux de produits agroalimentaires, tandis que les importations ont été multipliées par 2. Sauf pour le vin, la balance commerciale alimentaire de la France est déficitaire. Le modèle traditionnel de l'exploitation agricole familiale subit les conséquences de la financiarisation croissante du foncier. En 2022, un rapport de la Fédération Terre de Liens indiquait que le nombre d'exploitations agricoles avait diminué en France de près de 20% en 20 ans, tandis que les entreprises du luxe et de l'agroalimentaire sont de plus en plus représentées parmi les nouveaux propriétaires fonciers. Ces difficultés s'ajoutent au contre-coup de l'inflation sur les produits énergétiques qui entraîne une forte hausse du prix des engrais. Dans ce contexte, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, a annoncé la préparation d'un plan de sobriété sur l'eau construit sur le modèle du plan de sobriété énergétique de l'été 2022. Elisabeth Borne a présenté un ensemble de mesures cadres sur l'usage des produits phytosanitaires à horizon 2030. Prenant en considération les réclamations des agriculteurs, celui-ci ne fixe plus d'objectif de réduction de l'usage des pesticides et vise à développer des alternatives efficaces à l'interdiction prochaine de 250 substances chimiques dans le cadre du calendrier européen. Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, a exposé son plan de soutien à l'agriculture biologique. En parallèle, il a proposé plusieurs mesures d'adaptation des pratiques d'élevage au changement climatique et à l'ouverture des marchés français aux pays d'Amérique latine dans le cadre des négociations commerciales de l'Union européenne avec les pays du Mercosur. Sur cette question, Marc-Olivier Padis. Oui, le tableau que vous avez dressé montre qu'on est devant une équation qui devient vraiment très complexe. Du point de vue des agriculteurs, des revenus trop faibles et un endettement des exploitations, même s'il y a des disparités de situation en fonction des régions et des spécialisations, des difficultés qui viennent pour les transmissions. Une exploitation agricole sur 2 ne trouve pas de repreneur aujourd'hui en France. Une conversion en bio qui marque le pas. Mais aussi du point de vue des consommateurs, une situation qui n'est pas complètement optimale. Une hausse des prix de l'alimentaire, plus 13% en France, qui est relativement limitée parce que les autres pays européens ont connu des augmentations plus fortes, par exemple plus 20% en Allemagne, mais aussi une alimentation parfois déséquilibrée. Et puis tout l'impact environnemental, baisse de la biodiversité, risque sur les insectes pollinisateurs, la baisse de la qualité des sols, la gestion de l'eau, vous avez mentionné tout ça. S'ajoute à cette équation compliquée la prise de conscience avec la guerre en Ukraine que la question de la souveraineté alimentaire revient. C'est-à-dire qu'on ne peut plus complètement simplement se reposer sur l'idée qu'on trouvera des fournisseurs ailleurs dans le monde si on a besoin de production, parce qu'on se rend compte que c'est devenu, la Russie l'a utilisé comme ça, une arme stratégique pour un certain nombre de biens, notamment les céréales, dont on a un usage extrêmement important pour l'élevage. J'y reviendrai. Donc on a un statu quo qui n'est pas tenable et donc il faut inventer quelque chose et peut-être que la perspective de transition agroécologique donne une possibilité de concilier ces trois objectifs, des revenus raisonnables pour les agriculteurs, un bilan écologique convenable et une souveraineté alimentaire ou du moins une moindre dépendance aux importations. Alors, pour parvenir à cette transformation, il faut prendre conscience surtout que les agriculteurs font partie d'une chaîne de production, disons la chaîne agroalimentaire ou de la valeur alimentaire, dont ils sont un maillon, mais celui qui a le moins de marge de manœuvre. Et il y a d'autres acteurs qui sont les acteurs notamment de la distribution ou de la mobilité qui ont plus de marge de manœuvre, ou en tout cas on ne peut pas faire reposer uniquement sur les agriculteurs l'adaptation à la situation. Et donc on peut développer un autre modèle. Ce qui est typique par exemple, c'est le fait que l'augmentation des hydrocarbures, notamment le gaz, donc entre dans la production des engrais azotés. Et donc si avec l'augmentation des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine et à l'inflation en général, le coût des engrais a augmenté, donc ce qui réduit d'autant
la marge des agriculteurs, et donc ce qui devrait les encourager à passer à un autre système où ils se passent de ces intrants, dans lesquels ils peuvent développer des circuits courts pour ne pas dépendre autant des circuits distributeurs qui prélèvent des marges importantes. Ils peuvent aussi, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, on peut valoriser la capacité de stockage en carbone des prairies, par exemple. Donc il y a des perspectives selon lesquelles un changement de modèle peut être bénéfique pour les agriculteurs, à condition, évidemment, de les accompagner. Et alors, je disais qu'ils ne font partie que... C'est qu'un maillon d'une chaîne plus large. Quand on s'inquiète de la hausse des prix de l'alimentaire, il faut avoir en conscience du fait que... On parle toujours quand on dit le prix des aliments augmente, donc dans les grands magasins, et donc il faudrait limiter les coûts de production des agriculteurs, mais ça, ce n'est qu'une part. Et souvent, moins de la moitié du prix qu'on paye revient en fait à l'agriculteur. Par exemple, si vous achetez un kilo de pommes 2 € en supermarché, il n'y a que 1 € qui revient à l'agriculteur. Et donc, vous pouvez demander à l'agriculteur de faire beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas lui qui répercute les prix sur l'ensemble de la marge. Et c'est encore plus fort pour le bio, c'est des chiffres qui sont bien connus. Vous pouvez payer jusqu'à 4 € le kilo des pommes pour le bio. Il n'y a toujours que 1 € qui revient à l'agriculteur. Donc la marge, elle passe bien ailleurs. Donc il faut penser sur l'ensemble de la chaîne et pour donc ne pas faire supporter aux agriculteurs le seul poids de l'adaptation. Béatrice Gibelin. Oui, la question de l'agriculture, on l'a posée parce que c'est le salon de l'agriculture qui fermera ses portes aujourd'hui, et que l'image du monde agricole, de l'agriculture en France est très particulière. Vous n'avez pas l'équivalent au Royaume-Uni, vous n'avez pas l'équivalent en Allemagne, même pas en Espagne, peut-être parfois en Italie. C'est-à-dire qu'il y a un rapport des Français au monde agricole, à l'agriculture, le poids, par exemple, des agriculteurs dans la présence médiatique ou dans l'attention des élus pour les agriculteurs, alors qu'ils sont moins de 3% de la population active et qu'ils sont très peu nombreux, et montre un peu la différence qu'il y a à cet attachement important au monde agricole. La France a connu son exode rural tardivement, c'est-à-dire postérieur à la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'était pas le cas de l'Allemagne, ce qui n'était pas le cas non plus du Royaume-Uni. Et le rapport, si vous voulez, à la terre, même quand on était parti en ville, les grands-parents, est resté fort. Si on a autant de résidences secondaires, c'est parce qu'on a eu effectivement énormément de paysans qui sont restés jusque dans les années 50 ou 60. Et le succès du Salon de l'agriculture tous les ans, au-delà du plaisir de boire des tas de choses différentes et de goûter des tas de produits différents, il y a quelque chose de très particulier. Donc dans ces conditions, la situation complexe qui a été décrite trouve un écho. Je pense qu'on doit pas parler du monde agricole ou de l'agriculture, mais des mondes agricoles et des agricultures. Il y a une extrême diversité de situations. Le modèle qu'on a en tête, c'est celui d'une exploitation familiale de quelques dizaines d'hectares, 30, 40, 50, qui fait de la polyculture et qui a aussi des vaches. La Roussette, la Marguerite, tout ce côté-là. Et qui a fait des efforts colossaux entre la fin de la Première Guerre mondiale, où la France importait énormément pour se nourrir, et puis cette croissance phénoménale, effectivement, où la France est devenue exportatrice de produits agricoles. Et ça a été une très, très grande réussite. Et pourtant, ce modèle-là, de l'exploitation familiale, qui a très bien marché avec une forte croissance, très grande diminution du nombre d'exploitations, se trouve aujourd'hui, j'allais dire, en fin de cycle. Et c'est ce que Marc-Olivier a dit, il faut s'adapter et trouver d'autres formes. Alors, le deuil de cette exploitation familiale, qui est bien répartie sur l'ensemble du territoire, est difficile. Encore que, on sait très bien qu'un grand céréalier de la Beauce, ça n'a rien à voir avec un éleveur de montagne, bien évidemment. Bon, donc on est dans des situations très, très, très contrastées. Et je crois que une des grandes questions, enfin 2 grandes questions qui se posent, il y a une question démographique, c'est-à-dire que effectivement la proportion de personnes âgées, c'est presque la moitié, qui vont partir dans les 20
20 prochaines années, et peut-être dans les 10 prochaines pour un tiers d'entre eux. Donc c'est un problème majeur. Qui va reprendre ça et sous quelle forme? Et la deuxième chose, c'est effectivement le problème foncier. On a dit il y a des grandes sociétés qui achètent et donc la paysannerie est dépossédée, le prix monte. Mais qui vend, si ce n'est les agriculteurs? À qui? Aux plus offrants, parce qu'ils ont des petites retraites. Donc leur seul capital, c'est effectivement leur exploitation. Donc ils vont la vendre à celui qui va la payer la plus chère. Et il est bien évident que tout le monde fonctionne comme ça. Et que c'est un système compliqué qu'il faut changer. C'est un point qui me semble tout à fait important. Et puis, le dernier, je crois encore, on est à 732 suicides par an de paysans. C'est-à-dire que c'est une situation effectivement absolument dramatique sur laquelle, une fois encore, c'est à l'État qu'on va s'adresser. Lionel Zinsou. Oui, alors, je ne veux pas passer mon temps à décaler, mais... Si, t'es pour ça. Franchement, pourquoi passer sous silence le fait que les défis sont en fait des opportunités et qu'on n'est pas en attente d'une transformation de l'agriculture, on est témoin d'une transformation de l'agriculture française. Depuis, si on se compare à avant Covid, 2019, la valeur de la production agricole en France a augmenté de 25%. C'est le secteur, alors vous me direz, c'est un effet de prix, pas simplement de volume, parce que les volumes baissent un peu pour l'élevage, augmentent pour les grandes cultures, mais enfin, on est 25% au-dessus. Deuxièmement, quand il y a des phénomènes de sécheresse, on est dans la même situation que 2022. C'est-à-dire qu'on a des pertes de volume qui ne s'observent pas pour les fruits, qui ne s'observent pas pour le vin, mais qui se sont observées pour les céréales, de façon importante. Et il y a une loi toute simple, mais enfin qui est quand même au programme de la première ES, sur le fait que quand vous avez une pénurie agricole, vous avez plus que la compensation par la valeur, par les prix. Par conséquent, la situation 2022 renvoie à INSEE, compte prévisionnel de l'agriculture française, c'est plus 17% en 2022 de valeur de la production, contre, pour les coûts, plus 12%. Parce qu'on peut faire du pathos sur le gaz, donc sur le prix des engrais, sur l'alimentation animale, mais enfin, il y a des comptes, en fait. Le revenu agricole s'est renforcé du fait que nous avons des évolutions de coûts, une inflation des coûts inférieure, alors ça peut poser un problème pour le consommateur, mais inférieure pour ce qui est de la hausse des prix aux producteurs. Par conséquent, il y a des capacités de s'adapter. En revanche, il faut être sensible aux inégalités. Si vous faites des bovins pour la viande, vous gagnez très très peu. Pour le lait, un tout petit peu plus. Pour les grandes cultures, sensiblement plus. Évidemment, si vous avez une grande exploitation, vous avez une rente différentielle considérable. Parce que l'agriculture en Union européenne est soutenue à 40% de sa valeur ajoutée. C'est beaucoup plus que la moyenne mondiale. C'est moins que la Suisse, le Japon, quelques pays. Mais enfin, 40%. Et c'est essentiellement une aide aux produits. Et donc, plus vous produisez, et ça a renforcé l'intensité et le rendement, plus, avec une grande exploitation, donc c'est l'évocation Beauceronne, plus vous avez une rente différentielle de profit. Mais en attendant, ce qui se passe, c'est que les grandes cultures ont progressé. Ce qui a progressé le plus vite, c'est le bio. Il se trouve que ça s'arrête en 2022, début 2023, parce que ce sont des prix plus élevés, avec des marges plus élevées. Donc, malgré notre parenté intellectuelle extrêmement grande avec le parc Olivier, je crains que, quand on achète 4 € des pommes, il y ait effectivement 1,20 pour le producteur, plutôt que 1 par rapport aux pommes conventionnelles, parce qu'il est absolument prouvé que c'est beaucoup plus rentable d'être dans le bio. Il se trouve qu'on est en contrainte de pouvoir d'achat, et donc, au lieu d'augmenter de 15 à 20% par an, vous avez un tassement en 2022, parce que c'est des produits chers. Et enfin, ce qui vous rapporte le plus, c'est l'arboriculture et le maraîchage. Donc, c'est très inégal entre
avoir des vaches pour la viande et être maraîcher. Mais c'est pas la peine de raisonner comme si c'était une situation dégradée socialement de toutes les façons possibles. Mais surtout, il y a bien plus important que ça. Le fait qu'il n'y ait plus que 400 000 agriculteurs, ça veut dire que ça a permis de transférer vers tous les autres secteurs de l'économie suffisamment de compétences et d'ailleurs de capitaux. Et en réalité, toute la croissance française de 30 Glorieuses, c'est vraiment l'agriculture de plus en plus efficace, de plus en plus productive, libérant des capacités pour le reste de l'économie. Et ça va continuer. Se plaindre du fait qu'il n'y ait plus que 380 000 exploitants et 222 000 ouvriers agricoles, d'abord, la complainte, c'est toujours une musique douce. Mais enfin, la vérité, c'est que les exploitations françaises sont passées, en 30 ans, à 70 hectares de moyenne. Et à 70 hectares de moyenne, on entre dans quelque chose de viable, notamment viable pour mettre en œuvre les nouvelles technologies. Et la compétence, aujourd'hui, s'est beaucoup élevée. Parce que quand vous prenez les agriculteurs, ils sont à plus de 55% titulaires de diplômes spécialisés et supérieurs, le baccalauréat agricole ou au-dessus. Et en réalité, c'est donc une population qui va se rajeunir, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, puisque actuellement, elle est un tout petit peu moins vieille que le reste de l'emploi. Il ne faut pas avoir des agriculteurs kakoshim devant des ouvriers, des employés, des cadres de plus en plus jeunes. Non, ils sont un peu moins vieux que la moyenne de l'emploi, mais surtout, il va y avoir une régénération parce que vous avez de nouvelles compétences et énormément de technologies à mettre en œuvre. Enfin, dernier point, dans tous les pays du monde, la rémunération des agriculteurs, ce n'est pas que les prix. C'est toute une série de services qu'ils rendent, notamment de plus en plus sur l'environnement, et qui sont des rémunérations complémentaires ou des revenus du patrimoine. Et donc, le côté, le prix du lait n'est pas assez rémunérateur, c'est sympathique, mais comme vous avez eu, dans toute une série de types d'exploitation, vous avez eu des augmentations importantes de revenus, ça s'est traduit par des achats de terres significatifs. Quant à l'idée que les affaires agroalimentaires industrielles, alors, vous allez dire, j'ai passé 19 ans de ma vie chez Danone, donc peut-être je suis légèrement biaisé. Ça n'existe pas. Cette idée que tout d'un coup, les grandes multinationales viennent acheter le foncier, mais enfin, il y a quelque chose. Il y a la SAFER en France, il y a des mécanismes pour protéger et installer des nouveaux agriculteurs. Donc, ce côté-là, c'est comme le fantasme, les Chinois sont en train d'acheter le vignoble bordelais. Vous voyez, tout ça, ce sont des balivernes, donc faire un tout petit peu attention. La vérité, c'est qu'on a les moyens de répondre aux opportunités, pas simplement aux défis. On les a en termes de compétences, en termes de technologie, en termes de changement de modèle. On n'est pas du tout drogué à l'agriculture hyper intensive, soutenue par les subventions de l'Union européenne. Ce modèle est en train de changer pendant que nous parlons. François Bujon de l'État. Moi, je me bornerai à quelques remarques très générales sur l'agriculture. On a entendu beaucoup de choses pendant cette semaine du Salon de l'agriculture parce que les problèmes de l'agriculture sont multiformes. Il y a un aspect économique, il y a bien entendu un aspect démographique, il y a des aspects de concurrence internationale et de balance des paiements, il y a un aspect de sécurité alimentaire. On peut prendre le problème par tous les bouts. Moi, il me semble qu'il y a des problèmes économiques, ils viennent d'être passés en revue. Il y a surtout des problèmes de transformation sociologique profonde, je crois, du monde agricole aujourd'hui, qui font, on l'a dit en passant, que on est en train de passer d'un modèle qui était grosso modo le modèle de l'exploitation familiale, disons, et dont on voit en effet le crépuscule, à un modèle beaucoup plus sociétal et beaucoup plus managérial, fondamentalement. Il y a de plus en plus de salariés dans l'agriculture, par exemple. Le nombre de patrons et d'exploitants agricoles est au contraire en train de se réduire. Il y a un nombre de terres agricoles qui est en voie de diminution, du fait notamment de l'urbanisation. Et il y a surtout
un problème démographique qui est qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 50% des exploitants agricoles qui ont plus de 50 ans et qui vont disparaître bientôt en sifflet et passer la main à des plus jeunes. Donc les problèmes sont multiples et on peut effectivement se lamenter ou ne pas se lamenter. Il faut essayer d'y voir clair et de voir ce que l'on peut faire. Alors je crois que on pourrait citer toutes sortes de choses souhaitables dans tous les domaines, mais il faut essayer de se concentrer le plus possible. Il me semble qu'il faut assurer intelligemment, c'est le premier des grands défis, je pense, de ce qu'on appelle la transition. Alors j'ouvre ici une parenthèse pour dire que dans la novlangue et dans le vocabulaire à la mode, le mot de transition est toujours utilisé par tout le monde. La transition économique, la transition énergétique. Généralement, on utilise le mot de transition quand on quitte quelque chose que l'on connaissait bien pour se diriger vers quelque chose que l'on ne voit pas du tout de façon claire et qui est tout à fait mystérieuse. La transition agricole, ça va être très largement, effectivement, d'aider à l'implantation du modèle sociétal qui va se substituer au modèle familial, et c'est d'assurer intelligemment la relève des générations. Puisque la grande difficulté des exploitants agricoles qui se retirent est de revendre ou de transmettre leurs terres. Il y a tout un problème de formation professionnelle, bien entendu, qui se pose. Il y a un problème d'accès au financement pour acquérir des exploitations, qui, je crois, est quelque chose qui requiert vraiment les soins des pouvoirs publics. Et il y a également tous les moyens d'empêcher la disparition des terres agricoles. Et le rôle des SAFER, dont Lionel a dit un petit mot, qui est très très important, parce qu'elles ne se sont pas toujours concentrées justement sur la reprise par des plus jeunes de terres des anciens. Tout cela est important et je crois que c'est une vraie priorité pour les années qui viennent. Une deuxième axe de l'action des pouvoirs publics, me semble-t-il, et des acteurs économiques, va être de restaurer la compétitivité de notre modèle agricole. Parce que c'est tout de même, la France était une grande ferme qui nourrissait le pays, et de voir que les importations augmentent de plus en plus, y compris dans des domaines qui étaient des domaines d'excellence il n'y a pas si longtemps, comme celui des fruits et légumes, par exemple, est quelque chose qui interpelle. Donc il va falloir restaurer la productivité de notre modèle agricole et pour ça se pencher notamment sur les problèmes énergétiques que rencontrent beaucoup des exploitants agricoles et aider les productions domestiques pour lutter contre justement la prédominance des importations. Voilà. Enfin, la troisième axe, me semble-t-il, devrait être de faire prévaloir, ça c'est tout l'aspect environnemental qui est extrêmement important et qui est tout un nouveau panneau des contraintes qui pèsent sur les producteurs. Elles sont très compréhensibles vu, bien entendu, l'importance du problème du réchauffement climatique, mais on a trop souvent tendance à multiplier les normes, à multiplier les défis, à multiplier les mesures punitives, là où il faudrait au contraire s'efforcer de trouver des mesures incitatives. Cela vaut beaucoup pour tous les problèmes environnementaux qu'on mentionne à propos de la production agricole. Je vous remercie. Je vous fais remarquer que nous allons pouvoir prolonger cette conversation à travers les échanges avec le public, conversation sur les deux sujets, puisque nous avons maintenant atteint le moment de notre séquence des brèves que j'introduirai en recommandant le volume paru aux éditions Bouquin consacré à Emmanuel Berl. Le regretté Bernard de Fallois, qui signe la préface, observe qu'un obstacle majeur s'est interposé entre Emmanuel Berl et la gloire. Je cite, « Emmanuel Berl ne s'admire pas. Il sait parfaitement qu'il vit dans une époque où la célébrité s'attache à la personne plutôt qu'à l'œuvre, où la plus-value biographique, déjà importante au XIXe siècle, est devenue prépondérante, mais rien n'y fait, Berl ne sculptera pas sa propre statue, et faiblesse suprême, le succès des autres ne lui cause aucun déplaisir. » Après cette préface, il me semble qu'il faut lire la 60aine de pages dans lesquelles Bernard Morlino, admirable architecte de cet ensemble de textes, brosse la biographie de Berl. Ensuite, chacun voguera dans ce volume au gré de ses propres curiosités. Ici, des portraits, magnifiques portraits de Camus, de Chamfort, de Voltaire, de Proust, de Bergson, de Cocteau. Là, des réflexions sur la justice. Ailleurs, une plongée perplexe autour de la politique du général de Gaulle. Et histoire de l'art, biologie, psychanalyse sont autant de sujets qui mettent en mouvement cette intelligence d'une exceptionnelle probité et cette plume d'une exceptionnelle clarté. Béatrice Gibelin.
Eh bien, on va rester sur les préoccupations géopolitiques de la Chine avec un petit ouvrage qui est publié aux éditions PUF dans la collection Géopolitique au pluriel, qui est la géopolitique de l'Indo-Pacifique. Vous aviez reçu, Philippe, il y a quelque temps déjà, Isabelle Saint-Mézard sur ce thème, et c'est elle qui signe cet ouvrage qui est sorti d'ailleurs de son habilitation à diriger les recherches. C'est un travail extrêmement intéressant. Il rappelle déjà que ce concept d'Indo-Pacifique, qui maintenant est très fréquent dans les médias, dans les journaux, est un concept très récent. En 2000-2010 plutôt. Avant, on parlait d'Asie-Pacifique. On ne parlait jamais d'Indo-Pacifique. Et c'est donc les concepts, les termes n'apparaissent pas par hasard. C'est simplement la montée en puissance de la Chine et de l'Inde qui fait qu'on n'a pas pu continuer à parler seulement d'Asie-Pacifique, mais qu'on s'est mis à parler d'Indo-Pacifique. Et effectivement, c'est quelque chose qui est construit. La façon dont on dénomme les choses, c'est effectivement des experts, des géographes, des politologues qui décident de dessiner un ensemble et qu'ils vont dénommer. Donc l'Indo-Pacifique est désormais en fait une représentation que se font aujourd'hui des rapports de force mondiaux qui fait qu'on a eu besoin de créer ce concept. Alors, il va y avoir les Chinois, les Indiens, les Américains, les Australiens, mais l'Europe aussi. La France participe de l'Indo-Pacifique à cause de ses possessions qu'elle a, de ses soi-disant confettis issus de la colonie, mais et le Royaume-Uni. Donc, c'est essayer d'avoir une présentation claire des enjeux géopolitiques de ce concept qui a émergé il y a à peu près une grosse dizaine d'années. Et c'est remarquablement bien fait. On peut d'ailleurs réentendre cette émission thématique avec Isabelle Saint-Mézard sur notre site. Lionel Zinsou. Moi, je proposerais bien une promenade en allant sur le quai Chirac, qui s'appelait auparavant le quai Branly, et au musée Jacques Chirac, qui s'appelait auparavant le musée du quai Branly. Et il y a une exposition sur Léopold Sédar Senghor et l'art. Et pour les gens qui s'intéressent un tout petit peu à l'influence et au soft power français, c'est quand même assez intéressant parce que Senghor avait l'habitude de dire que la politique, ça commençait toujours et ça finissait toujours par la culture. Et il l'a prouvé, non seulement en étant un grand écrivain, un poète, mais aussi par la création de grandes manufactures de tapisserie, dans un projet non loin de celui de Colbert et de Louis XIV, et en soutenant toutes les formes de création artistique contemporaine et toutes les formes de recherche sur toute l'archéologie des arts et de la culture africaine. Et ça a été en même temps très contesté, parce qu'il avait eu une formule, l'émotion est à l'Afrique, ce que la rationalité, ce que la raison est à l'Europe. Et vous avez les émotions africaines et la raison hellène. Bon. Alors, ça a été très contesté, et sa théorie de la négritude, pour des peuples de l'émotion, qui paraissait très restrictive, a été vraiment challengée. Et donc, il y a eu toute une jeunesse très, très rebelle au thème de la négritude. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le terme de négritude ou de nègre est encore plus dépréciatif que quand il était critiqué du temps où Senghor était présent au Sénégal. Mais vous avez à travers donc, des textes, à travers les critiques, vous avez à travers les œuvres, la peinture, la sculpture, les objets d'art ancien, les objets contemporains de la création, quelque chose qui aide à comprendre pourquoi aujourd'hui, dans le pouvoir français en Afrique, il y a essentiellement la culture, les restitutions, les instituts français, les alliances françaises pleines et de plus en plus nombreuses. Et pourquoi ça, c'est le grand succès, bien plus peut-être que les succès économiques, voire militaires, de quelque chose qui est un sentiment pro-français et que Senghor a travaillé à rendre moins français et plus universel. François Bujon de l'Étang. Moi, je voudrais saluer la publication par les Cahiers de Lerne
d'un numéro consacré au philosophe français Vladimir Jankélévitch. C'est un très bon numéro, très bien fait, qui comporte, comme toujours, les cahiers de Lerne, des documents inédits, des portraits, des interviews, des critiques, etc. Et quelques pages de Vladimir Jankélévitch tout à fait remarquables. Jankélévitch est un de nos grands philosophes qui a traversé tout le XXe siècle. Il est né en 1903 en France de parents russes émigrés qui fuyaient les pogroms. Il a été professeur à la Sorbonne pendant plus de 20 ans. Je me souviens avec une certaine émotion de l'époque où j'étais jeune étudiant à la Sorbonne, en propédeutique ou en première année de licence de lettres, et où je quittais en tapinois les cours que j'étais censé suivre pour aller écouter Vladimir Jankélévitch 2 étages plus haut. Il s'est concentré essentiellement sur la morale et la métaphysique. Il a publié un grand nombre d'ouvrages très, très célèbres. Son plus célèbre est le Traité des vertus, mais celui qui est peut-être le plus connu, parce que son titre interpelle, comme on dit, c'est la trilogie qu'il a rassemblée sous le titre « Le je ne sais quoi » et le presque rien. Vladimir Jankélévitch était en effet à la poursuite de l'insaisissable. Il était à la poursuite de l'insaisissable en philosophie, en morale et en musique, car il était également un grand musicien et un grand musicologue. Et il a consacré quelques ouvrages absolument admirables à la musique ou à des musiciens. Son livre sur Gabriel Fauré, par exemple, qui s'appelle Fauré ou l'inexprimable. Vous retrouvez encore une notion très proche des précédentes. Un sur Debussy et le mystère de l'instant, et surtout ce livre absolument admirable qui s'appelle La musique et l'ineffable. C'était un de nos grands penseurs, c'était un très grand monsieur, c'était un formidable enseignant à l'oral, qui improvisait beaucoup, un moraliste qui n'était sûr de rien, sinon de la nécessité de poursuivre sa quête, et un philosophe épris de tous les champs du savoir classique, et tout à fait intemporel. Marc-Olivier Padis. Je voudrais dire un mot de cinéma, parce que je suis allé voir le film de Steven Spielberg, The Fabelmans, qui n'est certes pas un auteur méconnu, mais la démarche dans ce film est vraiment tout à fait intéressante, parce que c'est une espèce d'autobiographie, de récit de vocation sur comment devenir cinéaste. Et curieusement, ça rencontre exactement la même démarche qu'avait suivi quelques temps plus tôt James Gray dans Armageddon Time, dont 2 grands cinéastes américains, des raconteurs d'histoires qui reviennent sur leur enfance pour expliquer comment leur vocation pour le cinéma est née. Et donc c'est à la fois une interrogation personnelle, un hommage à la naissance du cinéma, et puis des récits familiaux aussi dans lesquels la dépression maternelle prend une place assez importante et assez touchante. Et donc ça fait 2 films dont le parallèle serait vraiment intéressant à tirer et qu'on voit avec bien sûr beaucoup de plaisir. Je vous remercie. Je remercie Sophie Jacquin et Étienne Billon avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau qui veille à notre site et à son actualité, tandis que Olivier Magloire veille, lui, aux plateformes et au rapport que nous entretenons avec eux, tandis que Julien Neuville, pour Nouvelles Écoutes, produit cette émission. Je remercie l'École alsacienne et son directeur Pierre de Panafieux qui nous accueille fidèlement depuis notre première saison, et je remercie le public auquel je donne rendez-vous dans quelques instants pour les échanges avec notre panel. Merci et à bientôt.